Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la suite, donc l'épisode 2 sur l'histoire des Morelia viridis et de leur maintenance Morelia azurea. En fait, pour être plus juste, parce que moi j'ai une Morelia azurea pulchère, c'est-à-dire anciennement Morelia viridis sauron. J'ai appris des choses en plus par rapport à ce que j'avais appris à l'époque et que j'avais cherché. Il me semble que j'ai fait une erreur parce qu'au début, je pensais que après qu'il y a eu en 2019 le changement, on a dit il y a des Morelia azurea et des Morelia viridis. Avec 3 sous-espèces de Morelia azurea, je pensais que toutes les autres localités étaient du coup automatiquement des Morelia viridis. Et moi, j'ai lu le livre complètement, du coup, de Green Tree Python, qui est vraiment excellent. Et dans le livre, il y a quelque chose de super intéressant qui explique clairement qu'est-ce qui est en fait la version Azura et la version Viridis. Je vais vous montrer ça, parce que ça, je trouvais ça très bien, c'est pas le seul point. Et là, on remarque que en fait, la partie en bleu en haut, en fait, c'est les Morelia azura et la partie en vert en bas, ce sont les Morelia viridis. En fait, c'est la séparation d'une chaîne de montagne, une cordelière, quelque chose, je ne sais plus le nom exact, qui indique quels sont les viridis et quels sont les azura. Donc, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que je l'aurais bien voulu. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que on a ceux-là du nord, donc comme tous ceux qui seront anciennement Sauron, Biak, Japaura, qui ont été déclarés comme sous-espèces et qui sont maintenant des Morelia azura, mais aussi les autres qui sont du nord, comme Kofio, localité Kofio, ce serait un Morelia azurea et puis un Morelia viridis. Ceux-là du sud, pour bien remontrer comme sur l'île, l'île d'Aru, ce sont des Morelia viridis, ils restent comme ça. Pareil pour ceux qui sont près de la commune de Meroc, ceux-là qui sont australiens, de Capwork, tout cela, ce sont des Morelia viridis. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que sinon, on se retrouve à faire de l'hybridation, parce que qu'importe que... Je vais juste fermer mon bouquin si j'arrive, c'est pas toujours aisé avec une main. Parce que qu'importe que ce soit des localités, des sous-espèces ou carrément des espèces, quand on les mixe, on fait en fait de l'hybridation et c'est pas une bonne chose pour la conservation. Et moi, je suis assez pour la conservation, auquel cas je devais impérativement parler de ça, de corriger ça pour être sûr que tout le monde comprenne bien et qu'ils ne font pas du cross. Enfin, on peut le faire volontairement si on le sait, mais il faut toujours bien prévenir la personne et être certain que la personne qui les reprend sache que c'est bien une hybride et de ne pas faire du mélange en sachant que la priorité devrait être d'abord avant la conservation. Alors je vais en revenir sur mon installation. La dernière fois, on avait parlé de comment j'ai installé les bambous de bois sans abîmer le terrarium. Donc là, on est dans l'épisode 2. Je vais vous parler de la construction de ce qu'il y a maintenant dans le terrarium en dehors, du substrat, la lumière, etc. Pourquoi j'ai fait comme ça et pas autrement. Et des soucis que j'ai pu rencontrer. Donc là, on est à l'épisode 2. Il y aura un épisode 3 et sûrement des suivants où je parlerai de la cohabitation. Donc pensez bien à être inscrit si ce n'est pas encore fait à la page de capture. Vous retrouvez le lien en dessous de la vidéo. Et comme ça, vous serez au courant des nouvelles vidéos, au courant des nouvelles pages de blog, etc. C'est important de s'inscrire. Donc pour commencer la maintenance, le truc de base, c'est que vous pouvez mettre un substrat, c'est pas obligatoire. Moi j'ai mis du substrat de coco qui m'a causé un petit peu problème parce que je pensais que l'humidité elle sortirait assez rapidement après avoir mouillé pour pouvoir le bloc de coco, il faut le mouiller. Je pensais que l'humidité sortirait assez rapidement vu que c'est complètement grillagé en haut et c'était pas le cas. C'est quand même un terrarium de 90, 45 sur 90, donc qui est assez haut. Et donc l'humidité, elle m'a créé, au bout d'une dizaine de jours, bien plus tard, elle a commencé à me peler un peu du blanc, ce qui est vraiment pas bon parce que ça sent les champignons et autres. Donc ça causait problème. En quel cas, j'ai donc tout enlevé la surface pour être sûr qu'il n'y a plus rien et chercher à aller plus loin. Ce qui va venir plus loin, c'est que je vais vouloir mettre cohabiter en fait un certain type, une certaine espèce qui va se charger automatiquement, qui sont détrivores tout simplement, et qui va se charger d'automatiquement manger
tous les trucs qu'il peut y avoir dedans, que ce soit les excréments du serpent, que ce soit ses mues, et bien entendu que ce soit aussi s'il y a un problème de champignon qui devait nouveau se créer, qui vont me l'enlever automatiquement. Et comme ça, je diminue le risque d'avoir des problèmes de santé à cause de l'humidité. Alors même, bien sûr, c'était temporaire, hein. Moi, c'était parce que je devais je devais mouiller le bloc pour pouvoir le mettre en place, hein, l'humus. Mais sinon, j'ai pas besoin d'humidité tout le temps et il n'y en a pas besoin. Et chez moi, j'utilise des hygromètres pour voir où il en est. Alors, je vais montrer ça. Moi, je place des hygromètres. Alors là, on les voit pas si j'arrive pas à rapprocher. On est à peu près à 60 en fait sur celui-là du bas et je crois 58 sur le terrarium du haut que j'ai rajouté. Donc 60 hygrométrie, c'est vraiment la limite que personnellement j'aimerais pas dépasser parce que après je pense que ça risque d'être trop et ça risque de causer des problèmes. Maintenant, mon truc qu'il y a avec la cohabitation, c'est que je vais quand même devoir garder une certaine hygrométrie en bas, notamment sur la span que j'ai rajouté exprès pour les détrivores. Qu'il faudra garder humidifié. Donc forcément à ce niveau-là, ça va être l'hygrométrie plus haut. Les plantes, elles n'ont pas besoin directement d'être aspergées d'eau ni rien, donc c'est pas la peine. Le substrat un petit peu de temps en temps, mais clairement pas tous les jours ou tous les 2 jours. Hein. Ça peut être de temps en temps pour que ça reste quand même. Il ne faut pas que ça sèche non plus totalement, mais il faut faire gaffe. Pour moi, l'hygrométrie pas trop, parce que dans le livre, c'est bien expliqué, c'est reconnu. Dans le livre, par exemple, de Green Tree Python, ils expliquent qu'il y a 3 points qui tuent les Morelia. C'est quand vous les nourrissez trop, quand il y a trop d'humidité et quand vous avez trop de chaleur. Alors, il y a 2 points qui sont faciles, hein, la nourriture et la chaleur. Par contre, l'humidité, comme ça, c'est un peu plus compliqué. En mettant un substrat comme je l'ai fait, on aura pu faire vraiment sec et mettre un substrat ASPN carrément comme les autres. Bon, là, c'est pas ce que j'avais décidé. Moi, j'avais décidé tous ceux-là qui sont censés être humides, je vais le faire comme ça. Pourquoi? Parce que pendant l'été, on a l'inverse. Chez moi, l'hygrométrie, elle était descendue à 35% sur des Lampropeltis. Bon, ils étaient plutôt du côté sud, mais quand même, on voyait les serpents qu'ils avaient du mal, un petit peu commencé à avoir du mal à tenir. L'hygrométrie était vraiment très basse. Et donc là, je veux pas prendre de risque avec les Moria. Je veux pas que ce soit trop bas, aussi bas. Et c'est pour ça que je voulais à tout près un substrat d'humus de coco pour ça. Et je pense que c'est une bonne chose à faire. Maintenant, pour éviter le problème du champignon, j'ai pensé à un truc. Alors, d'une part, bien sûr, on peut prendre un terrarium qui n'est pas aussi haut, en sachant bien sûr que c'est la largeur le plus important et non la hauteur. On n'est pas obligé de prendre un 90, hein, si on peut prendre un plus petit. C'est ce que j'ai fait sur le second pour le mâle. Je me suis dit, je vais prendre un terrarium de 60 au lieu de 90. Parce que là, ce sera toujours le mâle qui va aller chez la femelle et pas l'inverse. Donc, il n'a pas besoin d'être aussi grand. Et comme ça, mon humus de coteau, je me suis dit, il ne va pas avoir ce problème au bout d'une dizaine de jours. Parce que c'est apparu assez loin. Et j'ai donc pensé aussi, je me suis dit, bon, vu qu'il y a des problèmes comme ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut laisser les portes ouvertes tant qu'il n'est pas dedans. Parce que moi, j'avais quand même presque, je crois, une semaine. Il n'y avait pas de problème. Et quand j'ai reçu le serpent, j'ai mis dedans. Et 2 jours plus tard, il y avait le problème de blanc qui n'était pas là. Alors, ouais, c'était embêtant, je dois admettre. Alors, même si le serpent, lui, il est pas au sol. En général, il va rarement au sol. Je vais parler après du déplacement. Mais en tout cas, le truc, c'est ouvrir les portes tant qu'il n'est pas dedans. Et si maintenant il est dedans et que vous avez quand même besoin d'une hygrométrie assez haute, on peut mettre des ventilos. C'est ce que je vais songer à faire si maintenant j'arrive pas à réguler comme je veux correctement. Le bon truc entre la cohabitation de mes détrivores et des futurs pensionnaires qui vont encore aller dedans. Alors là, je ne sais même plus si j'ai parlé de ça ou pas. Je vais d'abord terminer les histoires des 3 points. Je vous ai dit donc l'hygrométrie, je pense que j'ai fait le tour. Comme dit, moi, j'essaie de garder un truc maximum de 60, ce qui n'est pas facile parce qu'il est déjà à 60. Et en dessous, voilà, j'aimerais pas que ça descende en dessous des 40 parce qu'en dessous de 40, ça commence à être très dur pour les serpents. Ça se remarque pour les dents en pro et tout, ça se remarque qu'ils ont du mal. Alors à Morelia, je ne veux pas imaginer. En tout cas, je vais faire un suivi de ça et comme ça, je serai. Donc c'est important d'avoir des hygromètres, thermomètres, comme ça on peut bien vérifier les deux et voir le comportement. Parce que tout se lie au comportement des animaux. Ça va vous dire s'ils se sentent bien ou pas bien en fait. Et ça, c'est super important. Pour la chaleur, vu que la chaleur, il ne faut pas trop chauffer en fait. Moi, c'est maximum, c'est 28 degrés de température parce que les Morelia se sentent pas bien quand ils sont chauffés trop haut. Donc, il y a des gens qui les chauffent trop haut, 30, 31, 32, comme des pitons.
classiques, or que c'est pas bon. C'est pas des Morelia qui sont dans une forte chaleur. Ils sont dans des canopées, c'est-à-dire qu'il y a de l'ombre. Donc il n'y a pas autant de chaleur. Donc ça, c'est un point à apprendre. Et le troisième point, facile, la nourriture. C'est au lieu de les nourrir toutes les 2 semaines, on savait de base que les pitons, ils digèrent plus lentement que des couleuvres, que des crotales, que des élapidés, etc. Donc, on les nourrit moins souvent, mais c'est vraiment bien moins souvent qu'il faut faire. C'est la période sec, on va dire, c'est environ 8 mois. Vous les nourrissez quelque chose comme un mois. C'est ce que je suis en train de faire. Ça fait 3 semaines qu'elle n'a pas mangé. Hein. Ma Morelia viridis pulcher, elle a fait 3 semaines. Elle n'a pas encore nourri. Je vais pas la nourrir avant un mois. Et pendant la saison, on va dire la saison pluviale, ouais, 4 mois, elle pourra être nourrie toutes les 2 semaines, mais seulement pendant 4 mois. Et c'est ce principe que je vais utiliser et je verrai bien si j'arrive bien à la faire reproduire ou pas. Il faut savoir qu'elle cherche à faire les jeunes à partir du moment où elle a cette fameuse saison sec où elle mange pas beaucoup et elle veut avoir les jeunes au moment où il y a la saison, où il y a la saison des pluies, où il y a beaucoup de nourriture. Là, elle veut que les jeunes sont sortis. Donc c'est ça que je suis en train de chercher. Alors concernant la lumière, j'avais d'abord la lumière dans les boîtes, j'avais mis des LED. Alors, je vais montrer ça, il faudrait que j'avais bien fait des systèmes de LED qui faisaient du 6500 Kelvin, ce qui est à dire plus que la lumière du jour. La lumière du jour c'est du 5000 Kelvin. Mais le problème était que je pensais, et je me suis dit, tiens, là aussi je suis un peu dans l'erreur parce qu'elle est sous des canopées, le serpent. Et c'est là que c'est intéressant d'étudier la nature. Et donc, ouais, et donc j'étais en train de dire, j'ai eu le problème de batterie vide sur le téléphone. J'espère, je sais pas si ça a filmé ça ou pas, bon, ce serait dommage. Donc ce que je voulais dire, c'est que donc la lumière, vu qu'ils sont sur les canopées, ils sont pas à 5000 de Kelvin. Donc c'est pas la peine de mettre autant de lumière et c'est pour ça que c'est jaune, c'est fait exprès. C'est plus que du 3500 et en même temps j'en ai profité pour que ce soit des lampes horticoles qui font du bleu et du rouge pour pouvoir que les plantes elles poussent parce que j'ai lu autre chose dans le livre qui était très intéressant avec les pitons verts. Donc dans le fameux livre de Green Piton, Green Tree Piton, qui disait qui ne mange pas du tout les amphibiens, donc on pourrait mettre des amphibiens et j'aimerais bien tester ça. Si j'arrive à faire repousser mes plantes, parce que mes plantes, elles avaient des problèmes sûrement de lumière déjà, parce que j'avais déjà changé le substrat et tout, j'avais cherché, enfin pas le substrat, le terreau des plantes, et du coup, elles refusaient de repartir, et là je suis en train de tester si ça marche avec les lumières, si elles vont repousser correctement, et comme ça je vais pouvoir tester. Je reparlerai donc dans la troisième vidéo. Troisième épisode, la cohabitation, qu'est-ce que ça donne. Je vais parler donc des détrivores, donc des types d'amphibiens que je vais mettre dedans et tout. Et on va voir ce que ça donne plus tard. Alors les autres pots par contre qui sont gris sont en fait des pots de semis que j'ai mis, des pots de semis que j'ai mis sur le moment. Je vais les enlever plus tard. C'est juste pour cet hiver. Je les avais rentrés. Je me suis dit bon, autant je les foutre dedans, ça cause pas de problème avec le serpent, ça peut pas causer de problème. Les paillettes, le paillage qui est pour les plantes non plus directement parce que bon, le serpent il est arboricole et même s'il descend, voilà, il mangera jamais la souris sur le substrat, donc il risque pas d'en manger, donc ça cause pas de problème et c'est peut-être pas plus mal parce que moi j'ai une séparation entre le terreau et donc et le serpent. Il n'est pas directement, s'il va dessus, il n'est pas directement sur le terreau. Bon, après, c'est du terreau pour les terreaux semis, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas du tout d'engrais, ça c'est 100% sûr. Vu que les terreaux de semis, c'est vraiment de la terre où il n'y a pas de nutriments. Et les terreaux à l'intérieur, ça c'est autre chose qui pourrait comporter un certain risque. Bon, là, je pense qu'avec les paillettes et tout, il risque rien. Il ne va pas aller souvent dessus. Et même comme ça, voilà, il y a une séparation, il n'est pas directement dessus. Donc je pense que ça ira. Donc, je vous ai bien parlé des 3 points. Donc, la cohabitation, j'en parlerai la prochaine fois. Par contre, il a aussi dit que visiblement, la reproduction, ça marcherait mieux. Bon, j'en ferai une nouvelle vidéo, j'en parlerai en long et en large. Ça marchera mieux si on les met les deux ensemble. Alors, sur moi, je les sépare sur le moment, parce que ça me fera une genre de quarantaine. Et après, on verra si je laisse
les deux ensemble ou pas. Sinon, le comportement Morelia Azura Pulcher, on va dire, c'est comme c'est dit, ça bouge pas. En réalité, c'est pas tout à fait vrai, ça bouge pas pendant tant qu'il y a de la lumière. Si vous êtes totalement dans le noir, et ben là, je peux vous garantir que le serpent, il va bouger. Par contre, il faut vraiment que ce soit bien dans le noir, parce que là, ils sont en genre de quarantaine dans mon bureau, et même avec la lumière de l'ordi, je peux vous dire qu'il ne voudra pas se déplacer. Et donc, il faut que ce soit totalement noir. Donc, l'idée, c'est un truc que j'ai appris en formation, que je n'avais pas pensé, c'est d'utiliser une lampe frontale avec des couleurs rouge, bleu ou vert, qu'importe. Hein. Des couleurs, si j'en allume, là j'ai du bleu, mais ça peut être du rouge ou autre. Du rouge ou du vert. Là, il fait 3 couleurs ce truc. Alors, j'ai essayé un peu le rouge et le bleu sur le moment parce que j'essaie de me demander qu'est-ce qui marche le mieux. Mais si on veut la regarder comme ça, elle va automatiquement chercher à se relever. Mais c'est un bon truc pour pouvoir regarder qu'est-ce qu'elle fait par moment. Si à un moment c'est noir et qu'après vous regardez, elle mettra quand même un certain temps avant de se remettre en place et vous la dérangez moins que vous avez que si vous utilisez des lumières vraiment blanches. Forcément, ça la dérange. Et c'est aussi là pour ça qu'il y a des lampes horticoles qui font plus de 3500 Kelvin, hein, au lieu des 6500. Il me semble que j'ai bien dit, vu que les serpents sont sous la canopée, il n'y a même pas vraiment besoin de lumière, hein, comme c'est dit dans le livre de Green Tree Python c'est Justin et Terry Phillips. Le livre, il explique plein de choses. Je l'ai lu complètement, le livre. Hein. Il y a vraiment énormément de choses intéressantes que je pourrais parler. Donc, voilà, je ne vais pas tout vous parler. Je vous ai déjà parlé de certains trucs. Les 3 points à retenir, c'est l'hygrométrie. Pas trop d'hygrométrie, c'est ça qu'il faut retenir à la vidéo en conclusion, si je dirais. Les 3 choses que vous devez retenir, c'est l'hygrométrie. Elle ne doit pas être énorme parce que vous restez de créer des maladies pour ça. Pas que ça, mais c'est une des principales raisons. Le nourrissage. Il faut qu'il y ait une saison sec d'environ 8 mois où elle se nourrit que pendant une fois par mois à peu près. Et la chaleur qui ne doit pas être au-dessus des 28. 28, c'est vraiment le maximum. Sinon, vous créez toutes sortes de maladies qui ne seraient pas bons. Donc voilà, c'est les 3 points. Hein. À retenir que j'avais vraiment à dire. Sinon, là, je vous ai. Donc, voilà, il n'y avait pas grand chose à faire de plus hein, sur l'installation lui-même à l'intérieur. Ce que vous avez besoin, en fait, à partir du moment où vous avez vos perches mises en place, la seule chose qu'il a besoin, surtout, c'est en fait. C'est donc son point de température, mais aussi son bol d'eau. Et il faut savoir que c'est son bol d'eau qui est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est en s'hydratant qu'elle va pouvoir créer un liquide entre la mue qu'elle est en train de faire, donc avec la nouvelle mue et l'ancienne mue, et faire cette séparation. Et c'est pas en mouillant le serpent qu'elle va pouvoir mieux faire sa mue. C'est en fait vraiment le fait qu'elle est bien hydratée qui permet de faire la séparation entre la nouvelle et l'ancienne peau. Et c'est ça qui est important, c'est qu'elle s'hydrate. Donc c'est ça qu'il faut savoir, c'est pour ça que c'est pas la peine d'humidifier à fond. Chez moi, à part en bas du terrarium, il y aura de l'humidité forcément sur la sphane qui est fait pour les détruvores et qui va être utile pour les amphibiens qui vont être mis dedans. Donc là, je réfléchis encore exactement comment je dois faire pour maintenir, parce qu'ils disent oui, ils ne les mangent pas, mais bon, le problème c'est que les amphibiens, ils ont quand même besoin de plus d'hygrométrie. Et donc ouais, là j'ai décidé de mettre un peu une petite zone de span et puis je vais un peu plus me renseigner pour être sûr de quoi faire et j'en parlerai de qu'est-ce qu'il y aura comme amphibien, qu'est-ce que ça donne, comment ça marche, etc. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire. Donc je vous dis à la prochaine pour la 3e vidéo et pensez bien à être inscrit sur la page de capture que vous puissiez être au courant des nouvelles vidéos, des nouveaux articles de blog, etc. Allez, bye bye, c'était Sébastien Keller.